Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, en RDC, la présidentielle se tiendra au mieux en avril 2018. D'ici là, Joseph Kabila reste en poste avec un Premier ministre issu de l'opposition représenté au dialogue national. Que faut-il retenir de cet accord politique signé mardi? Est-ce une manœuvre en vue d'un troisième mandat présidentiel? Comment vont réagir le reste de l'opposition, l'Église et la rue congolaise? Donald Trump refuse de dire s'il acceptera le résultat de la présidentielle. La presse américaine fustige son mépris pour la démocratie. Comment cette campagne désarçonnante va-t-elle durablement marquer la politique américaine? Le système politique est-il bouleversé après cette présidentielle? La Trudeau-mania perdure. Un an après son élection comme Premier ministre, Justin Trudeau plaît toujours. 65% des Canadiens se disent satisfaits. Mais les premières interrogations surgissent. A-t-il tenu ses promesses de campagne? Excès de communication au détriment du fond? Quel est le bilan de sa première année au pouvoir? Et pour en parler tout de suite, voici nos kiosqueurs. Colette Brackman, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge Le Soir. On vous doit, avec Thierry Michel, le documentaire L'homme qui répare les femmes, un portrait du docteur Mukwege. Votre dernier livre vient de sortir, Kinshasa, aller-retour aux éditions Nivikata. Sylvain Desjardins, correspondant à Paris pour la télévision canadienne Radio-Canada, riche expérience de reportage à l'international, principalement reporter de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Thomas Cantaloub, grand reporter pour le site français d'information Mediapart, auparavant et notamment correspondant pour plusieurs médias à Washington et à New York. Et enfin Francis Aloupo, journaliste à la radio internationale africaine Africa numéro 1, professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme à Paris et président de l'Observatoire des réformes et géopolitiques d'Afrique et partenaire d'Europe. Merci à vous quatre d'être ici avec nous pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Vous pouvez le faire vous aussi depuis chez vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag kiosque. Et tout de suite, on commence donc avec cette semaine politique chargée en République démocratique du Congo. Lundi, décision de la Cour constitutionnelle autorisant la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à reporter la présidentielle. Mardi, accord politique entre le camp du président Joseph Kabila et une frange de l'opposition congolaise, ce qui a conduit jeudi à une journée ville morte. Alors en quoi consiste cet accord? Les explications d'Ilham Taoufiki. Vital Kamerhe pour l'opposition, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Néhémie Mouilania pour le pouvoir en place. Tous ont signé un à un sous les objectifs un accord politique après 6 semaines de tractation. Dans ces pages, brandies triomphalement devant les journalistes, les signataires acceptent de fait le report de la présidentielle à avril 2018. Accepter aussi le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat officiel le 19 décembre prochain, et ce jusqu'à l'élection de son successeur. C'est la voie de la raison qui a triomphé, c'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Joseph Kabila sera-t-il lui-même candidat à sa réélection? Ça, l'accord ne le dit pas. Il est juste rappelé que le président respectera à la lettre la Constitution qui, en l'état, lui interdit de se représenter. La fera-t-il modifier? La question a été soigneusement éludée. Vital Kamerhe, lui, se veut confiant et tacle au passage le rassemblement constitué par la majeure partie de l'opposition autour d'Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Rassemblement qui a depuis le début préféré boycotter le dialogue national. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. L'accord prévoit aussi un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre issu de l'opposition. Vital Kamerhe est bien entendu pressenti pour occuper le poste. Mais vous savez que tout œuvre humaine est Alors l'accord appelle au respect intégral des articles de la Constitution, mais il ne précise pas noir sur blanc que Joseph Kabila ne peut pas se représenter ou changer la Constitution pour lever la limite du nombre de mandats. Colette Brackman, est-ce qu'on peut d'ores et déjà, ou est-ce que c'est trop tôt, parler d'un coup d'État constitutionnel? C'est peut-être trop tôt, mais en tout cas, c'est un accord totalement incomplet et qui est en rupture avec les vœux de la population, qui est légaliste, qui veut le respect de la Constitution, parce que cette Constitution a été
adopté par référendum, c'est la loi fondamentale et cet accord va à l'encontre puisqu'il prolonge au-delà des délais légaux la présence au pouvoir du chef de l'État qui par ailleurs ne s'est même pas prononcé sur ses intentions. Est-ce qu'il va rester 2 ans ou plus? Il ne s'est même pas prononcé sur le sujet. Donc il y a une rupture entre une grande majorité de l'opinion et les acteurs politiques qui ne représentent d'ailleurs pas la totalité de l'opposition non plus. Alors précisons ce que dit la Constitution, 2 mandats maximum, ce qui veut dire que Joseph Kabila devrait quitter le pouvoir le 19 décembre. Ça ne sera pas le cas. C'est d'où ma question peut-être sur ce coup d'État constitutionnel. On a bien compris que c'est peut-être pas encore le cas. En effet, vous soulignez quelque chose d'intéressant, c'est que Joseph Kabila, on ne l'entend pas, on ne l'a pas entendu jusqu'ici, on ne l'entend pas sur l'accord, ce qui ouvre la voie à toutes les interprétations, Francis. Joseph Kabila, c'est un taiseux, on le sait très bien. Je pense qu'il y a d'autres qui sont à la manœuvre pour lui. C'est une sorte comme ça de style de gouvernement. On attend très peu le chef de l'État, mais il y a d'autres qui agissent pour lui. Il y a son ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement plutôt, M. Lambert Mende, qui évidemment est le porte-voix du régime. Et alors vous avez posé la question de savoir s'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. La réponse, en ce qui me concerne, c'est oui. C'est massivement oui. C'est un push constitutionnel qui a été avalisé par une partie de l'opposition. On pourra parler d'opposition coopérative, n'est-ce pas? Et donc la partie de l'opposition qui est minoritaire, qui a pris part à ce dialogue national, ça n'est pas la majorité de l'opposition, je le précise pour ceux qui nous regardent. Et ce qu'il faut dire en fait, c'est que voilà, tout ça nous renvoie quand même à l'égalité actuelle en Afrique. C'est qu'on a institué aujourd'hui en Afrique ce qu'on appelle le dialogue. Avec d'ailleurs bonnes recommandations des médiateurs internationaux. Quand il y a une crise, on dit, bon voilà, il faut aller au dialogue. Et ce qu'on appelle dialogue est devenu une sorte de spécificité africaine qui permet en fait d'abord de légitimer de temps en temps des rébellions, de légitimer des coups d'État constitutionnels, de légitimer aussi des pouvoirs, enfin une captation du pouvoir, une confiscation du pouvoir par des régimes décriés, des régimes contestés et contestables. Et on vient d'assister à ce cérémonial d'un genre très particulier où simplement un régime provoque une crise, parce qu'il s'agit bien d'une crise provoquée par le régime, puisque c'est un régime qui arrive au terme de son mandat et qui découvre soudain, quelques mois avant la fin de son mandat, qu'il n'y a pas les finances nécessaires pour organiser des élections, que les listes électorales sont incomplètes, évidemment, ce qui peut d'ailleurs renvoyer à l'incurie de ce pouvoir. Et ce qui pourrait amener à disqualifier ce pouvoir définitivement, puisque c'est un pouvoir qui n'est pas en mesure de faire face à des obligations régaliennes, et organiser des élections dans un pays relève d'une obligation régalienne. Donc c'est le régime qui a provoqué une crise, et ensuite on appelle des opposants pour dire venez, on va s'asseoir pour régler la crise que nous avons provoquée. À l'arrivée, on a simplement le résultat du scénario qui était écrit depuis plusieurs mois, voire des années par ce pouvoir. Pour soupçonner, c'est-à-dire un glissement du calendrier électoral. Voilà, c'est un régime qui a du mal, évidemment, mené par Joseph Kabila. La fin de son mandat. Est-ce qu'avec la signature de cet accord, parce qu'on l'entendait dans le sujet, c'est négocier pour éviter la guerre, etc. Est-ce qu'avec la signature de cet accord, la situation, la crise a empiré au contraire? Mais pas du tout. C'est une crise totalement inutile provoquée par le régime qui veut rester au pouvoir au-delà des délais légaux et qui veut provoquer la guerre. Ce n'est pas la population, ce n'est pas... On se demande qui... Ce terme de guerre employé par M. Caméré est extrêmement préoccupant. Qui parle de guerre? Qui veut provoquer la guerre? Est-ce que c'est le pouvoir qui veut se maintenir en provoquant la guerre et en menaçant ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui de lui imposer, une guerre? Je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est une stratégie peut-être de provoquer la guerre? Une stratégie de menace, mais qui veut provoquer la guerre? Ce n'est pas la population. La population, elle demande simplement que la loi soit respectée, que la Constitution soit respectée. Est-ce que c'est ça, déclarer la guerre? Alors on va voir concrètement ce qui va se passer à partir après le 19 décembre, le jour où normalement Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir. Que va-t-il se passer d'ici à avril 2018, date à laquelle la présidentielle a été fixée? Quel scénario s'ouvre aujourd'hui en RDC? Puisque ça n'a l'air de faire aucun doute pour vous, il y a une manipulation de la Constitution. Alors, il y a 2 options. Est-ce que la période transitoire va permettre à Joseph Kabila de remettre les compteurs à zéro? Est-ce qu'il pourrait tenter de modifier la Constitution sur la limitation du nombre de mandats présidentiels? Quelle piste privilégiez-vous? Alors, je voulais revenir sur ce que disait Colette Braeckman à l'instant, c'est que ce n'est pas très sérieux d'opposer la guerre à la paix. Il ne s'agissait pas de régler la question de la guerre et de la paix autour d'une table. Vital Kamerhe, qui s'est présenté, d'abord qui a été quand même le collaborateur de M. Kabila pendant longtemps avant d'en devenir l'opposant, je veux dire, se disqualifie totalement. Je veux dire que c'est d'une grossièreté énorme que de dire, voilà, on avait le choix entre la guerre et la paix. Qui déclare la guerre et qui institue la paix dans ce pays, il faut le savoir. Alors, les scénarios possibles, évidemment, aujourd'hui, l'opposition qui conteste toujours cet accord,
donc qui est plutôt dans la légitimité, qui réclame des élections en temps et en heure, qui réclame le départ de Joseph Kabila à l'issue de son mandat. Cette opposition aujourd'hui a une marge de manœuvre, je dirais, de plus en plus étroite, puisque on se souvient des manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont donné lieu quand même... C'est une cinquantaine de morts, les 19 et 27. Au moins 50 morts, des dizaines de blessés, voilà. Donc c'est une manière, au fond, c'est-à-dire que cette répression forte, c'est un signal qui est envoyé à l'opposition. C'est-à-dire que nous sommes là dans un pays où les manifestations sont de fait interdites. Donc nous ne sommes plus dans un cadre démocratique du tout, où l'opposition pourrait librement manifester et faire valoir ses revendications. Donc vous nous dites que l'opposition est contrôlée et que donc il y a une crainte à ce niveau-là. Il y a une crainte forcément, puisque en fait la réponse du pouvoir est très claire. C'est la répression. Si vous sortez dans la rue, nous allons vous tuer, on va vous tirer dessus. C'était le cas il y a quelques semaines. Donc évidemment, cette opposition va continuer à contester, à manifester certainement. Mais alors, ce qu'on peut dire... Mais sur les scénarios possibles, alors. Ce qu'on peut dire dès aujourd'hui, c'est que ce qui a été mis en place à l'issue de ce dialogue, c'est un troisième mandat de fait qui est accordé à M. Joseph Kabila. Et il faut s'attendre dans les prochains mois à ce qu'il y ait une autre séquence qui émerge, c'est celle de la modification de la Constitution permettant à Joseph Kabila de se présenter pour un troisième mandat, effectivement. Je crois que dans l'immédiat, on va vers un durcissement des positions et vers un fossé qui va s'élargir entre une partie de la classe politique qui a coopéré, qui a collaboré, et les sentiments de l'opinion. Et on va évidemment essayer de rameuter, de séduire d'autres groupes de l'opposition qui ne sont pas dans le dialogue, de les récupérer, mais ils vont passer sur l'autre berge, mais la population, elle, va rester de son point de vue, et le fossé va se creuser avec tout ce que ça suppose de risques de violence, de répression, de l'opinion, et un recul tout à fait considérable et dangereux des avancées démocratiques qui avaient tout de même été acquises durant les 15 dernières années. Eh bien, on fait marche arrière toute, et je crains vraiment le durcissement. Et le pouvoir a intérêt à l'explosion et au durcissement, parce que cela permettrait évidemment à ce pouvoir d'instaurer dans quelque temps une sorte d'état d'exception. C'est inscrit dans le scénario également. Thomas. Je pense qu'effectivement, ce que disait Colette Brackmann est intéressant, mais on est dans une forme de troisième phase. Il y a eu une première phase dans les années 90 où, avec l'établissement d'un certain nombre de régimes démocratiques, certains disent que c'est surtout le discours de la Baule de Mitterrand, mais enfin, on a instauré des constitutions, il y a eu des élections, et puis les dirigeants se sont rendus compte qu'ils pouvaient être dégagés à l'issue des élections, donc ils se sont mis à contourner, et on a vu plein de pays d'Afrique, mais ce n'est pas limité à l'Afrique, hein, c'est aussi dans d'autres pays, où on modifie les constitutions, on prolonge les mandats, on fait une nouvelle constitution qui finalement invalide la précédente, et on prolonge le mandat, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de pays comme ça, en Afrique, qui ont procédé à ça. Et là, ce à quoi on assiste, on l'a vu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est les résistances de populations qui disent « mais non, il y a des règles ». Vous les avez acceptées, elles doivent être respectées. Alors ça marche mieux en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, Sylvain, sur ces résistances. Moi, je constate que ça semble être toujours la même problématique que Thomas évoque bien. Et je suis assez ahurissant de voir la quantité de leaders politiques, que ce soit à l'Ouest, au centre ou à l'Est, qui refusent de se plier aux constitutions qu'ils font même eux-mêmes adopter, alors que les populations, souvent dans un pays en particulier comme la République démocratique du Congo, souffrent énormément alors qu'il y a des richesses énormes qui sont exploitées, mais dont les profits ne reviennent pas à cette population. Et c'est encore cette population qui est visée, comme on l'expliquait bien ici, dans des menaces de violence potentielles encore, juste parce qu'on voudrait faire respecter cette Constitution. Moi, c'est enfin, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, je pense que c'est la même chose. Ça reste ahurissant. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Et la population s'est un peu manifestée cette semaine, puisque à 2 mois de la fin officielle de ce mandat de Joseph Kabila, l'opposition congolaise dénonce, vous le disiez, une violation de la Constitution. Ça ne va pas revenir là-dessus, c'est sa position. L'opposition a appelé une journée ville morte pour exiger ce départ du pouvoir, mot d'ordre carton jaune. Colette, expliquez-nous, parce que c'est toujours diversement suivi. Donc on a vu qu'à Kinshasa, les rues étaient vides. À Lubumbashi, c'est pas pareil, deuxième ville du pays. Est-ce que ça veut dire que le pays est complètement fragmenté aussi contre Joseph Kabila? Est-ce que c'est une explication? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que le pays soit fragmenté. Simplement, l'ampleur des démonstrations populaires peut varier. Kinshasa, c'est une énorme ville. Les gens ont peur de la répression. Donc, ils se contentent, cette fois-ci, de rester chez eux, de ne pas envoyer les enfants à l'école parce qu'ils ont peur de débordements. Il faut aussi savoir que l'opposition ne contrôle pas les troupes et qu'il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui peuvent se livrer à des violences qui alors permettent de déclencher une répression. Mais à l'intérieur du pays, le sentiment est général. Il y a
a pas de désaccord dans l'opinion congolaise. Les gens veulent que la loi soit respectée, que la Constitution s'applique de l'Est à l'Ouest du Congo. Et tous ceux qui disent qu'il y a des divisions régionales, ethniques, provinciales, ce n'est pas vrai. Il y a une unité de vue là-dessus. Il y a une unité entre les Congolais sur certains principes de base qui sont malheureusement bafoués par le régime actuel. Et je dois dire aussi que je regrette que l'Union africaine, qui devrait garantir cette légalité, elle est en train de participer à cette mascarade comme si elle était devenue à nouveau, comme autrefois, un syndicat de chefs d'État qui se refilent leurs combines et leurs trucs respectifs. Et là, c'est vraiment une immense déception par rapport à ce que l'Union africaine a pu être, a été, devrait être et qu'elle n'est pas en ce moment. Alors globalement, le scénario ne ravit pas la communauté internationale, notamment l'Union européenne, l'un des principaux bailleurs de fonds étrangers en RDC, menace de prendre des sanctions contre Kinshasa si la présidentielle n'est pas organisée au plus vite l'année prochaine, en 2017, donc pas en 2018 comme c'est prévu. Est-ce que Bruxelles va couper le robinet, ou est-ce qu'on parle de menaces en l'air ? Non, ce sont de véritables menaces. La question est de savoir quel est l'impact de cette menace-là. Parce qu'en fait, des régimes comme celui de Joseph Kabila ont trouvé aujourd'hui une parade, qui est une parade, je dirais, un peu... C'est une forme de rhétorique comme ça qui est maintenant utilisée par ce genre de régime. On l'entend au Burundi, on l'entend aujourd'hui à Kinshasa. C'est que dès que la menace des sanctions est agitée, on parle évidemment d'ingérence impérialiste, on crie à l'ingérence, etc. Évidemment, ce discours populiste a un impact relatif sur les populations. Et c'est la seule réponse aujourd'hui que peut donner ce régime. Mais ces régimes savent également quelle est aujourd'hui la restriction de la marge de manœuvre de la communauté internationale. On n'imagine pas une communauté internationale aujourd'hui, on n'imagine pas des partenaires extérieurs faire davantage, je dirais, que de proférer des menaces de sanctions, de condamner, de faire des déclarations, je dirais, de condamnation de principe. Au-delà de ça, évidemment, mais la pression internationale ajoutée, je dirais, à la pression intérieure, celle de la société civile notamment, peuvent évidemment rendre, je dirais, les choses plus compliquées à ce régime. Parce qu'il faut quand même signaler que c'est la première fois en RD Congo qu'on a mis en place une constitution au contour démocratique qui supposait, en tout cas, qui est susceptible en tout cas de provoquer une alternance dans ce pays. Et il y avait un moment historique majeur, et pour un pays qui n'a jamais connu d'alternance normale, on n'a jamais vu un chef d'État arriver au bout de son mandat et s'en aller dans les meilleures conditions. C'est un moment historique que beaucoup de Congolais aimeraient ne pas laisser passer, notamment les jeunes aujourd'hui, notamment la société civile, notamment ces groupes, ces organisations comme la Lucha, de la société civile, qui sont actifs et qui prennent le relais de l'action politique. Je vais peut-être vous laisser conclure. Il y a un autre aspect qui peut être soulevé à un moment ou à un autre. Dans la logique de l'opposition, Joseph Kabila ne pourra plus se prévaloir de son statut de président dans 2 mois. Est-ce que techniquement, l'opposition pourrait en appeler à la Cour pénale internationale? Est-ce que ça, c'est une autre option? Puis je vous laisserai conclure là-dessus. Non, je ne crois pas, sauf en cas de répression. Mais je crois qu'il faut relativiser aussi les limites des pressions extérieures. D'abord parce que dans le chef des Occidentaux, il y a parfois 2 poids, 2 mesures. Certains pays sont sanctionnés, d'autres ne le sont pas. Il y a des chefs d'État qui ont une grande longévité que le président Kabila. Et deuxièmement, les Occidentaux ne sont plus seuls en Afrique. Il y a d'autres intervenants, la Chine, la Russie, la Turquie, qui sont beaucoup moins regardants. Et donc, le dialogue est difficile parce qu'il y a d'autres partenaires et ces pays peuvent très bien jouer sur une partition beaucoup plus large pour résister à d'éventuelles pressions qui en plus sont très inégales en fonction des pays. On verra donc ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et puis d'ici à cette date du 27 novembre qui aurait dû être la date de la présidentielle. Je vous propose qu'on avance, qu'on parle d'une autre présidentielle pour laquelle c'est sûr, il ne reste plus que 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, c'est la présidentielle américaine. Pour faire un point sur cette campagne électorale entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, on accueille Stéphane Bussard, le correspondant aux États-Unis du quotidien suisse Le Temps. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous en ce dimanche depuis Washington. Vous suivez cette campagne électorale qui échappe totalement à la logique des dernières présidentielles. Bonjour à vous. On va tout de suite revoir un extrait du débat de jeudi et puis on en parle tout de suite après. Monsieur, allez-vous accepter le résultat de cette élection? Je verrai bien à ce moment-là. Je ne prévois rien pour l'instant. Je verrai bien à ce moment-là. Ce que j'ai vu est tellement dégoûtant. Les médias sont tellement malhonnêtes et corrompus.
Laissez-moi répondre à ceci parce que c'est terrifiant. Dès que Donald pense que les choses ne vont pas en sa faveur, il affirme que tout est truqué contre lui. Alors Stéphane, je me tourne tout de suite vers vous. Vous sortez ce livre, #Trump, de la démagogie en Amérique aux éditions Slatkin. Vous avez cherché à analyser le phénomène Trump sur lequel, dès le départ, il faut bien le reconnaître, tout le monde s'est planté. Le candidat républicain a précisé ses propos après ce qu'on vient d'entendre lors du débat. Donald Trump acceptera totalement le résultat de l'élection présidentielle en cas de victoire de son côté, ou bien si le résultat est clair, autrement dit, il se réserve le droit de contester le résultat, le verdict des urnes. Comment c'est perçu par les Américains, vous qui couvrez la campagne ? Comme vous le constatez, les soucis démocratiques, ça ne concerne pas que l'Afrique, aussi les États-Unis. Et c'est vrai que ces propos de Donald Trump ont provoqué une onde de choc, je dirais, aux États-Unis. Non seulement chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, puisqu'on sait qu'il y a une trentaine d'États sur 50 qui sont contrôlés par les républicains. Donc c'est eux qui organisent les élections de novembre, puisqu'on sait que c'est un État fédéral. Et c'est vrai qu'il sape, disons, Donald Trump, par ses propos, un pilier, je dirais, de la démocratie américaine. C'est la confiance dans le processus électoral. Et une confiance qui s'est construite au fil du temps depuis la guerre de sécession. Et c'est vrai que ce type de propos déstabilise d'autant plus que l'électeur américain se demande même si la Russie ne va pas interférer dans le processus électoral après des affaires de piratage d'emails et des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, parce qu'on comprend bien qu'il a une personnalité un peu fantasque, un peu spéciale, on a du mal à le saisir, est-ce qu'on peut dire qu'il panique ou au contraire, pas du tout ? Non, alors ça, ça a été un peu l'illusion de cette campagne électorale, parce qu'on a vu un Donald Trump lors des primaires, et beaucoup de spécialistes ont dit qu'on trouvera une deuxième version de Donald Trump dans la dernière phase de la campagne électorale, mais en réalité, Donald Trump reste Donald Trump. Il a d'ailleurs tout annoncé dès le 16 juin 2015, quand il a lancé sa candidature. Il a parlé de Mexicains qui étaient des violeurs, des criminels et tout ça. Donc il posait déjà clairement le cadre de sa campagne électorale. Et c'est vrai que là, d'ailleurs, après des propos tels qu'il a tenus lors du débat, son équipe de campagne a essayé de récupérer les choses en mentionnant notamment le cas de Al Gore en 2000, puisqu'on sait qu'il y avait une élection contestée, mais en fait, la comparaison n'est pas raison, puisque c'était un cas totalement différent. Et c'est vrai que, cela dit, il faut reconnaître à Donald Trump, malgré tout, un mérite. C'est vrai que le registre électoral américain est dans un état assez lamentable, je dirais, parce qu'il contient encore beaucoup de fausses adresses. On dit qu'il y a 12 millions d'électeurs enregistrés qui n'ont pas les bonnes adresses. On dit qu'il y a 1,8 million de personnes enregistrées, d'électeurs enregistrés qui sont décédés. Alors, ça n'a pas une incidence en tant que telle sur le résultat électoral parce que les fraudes ont été extrêmement marginales. Mais effectivement, ça pose quand même des questions. Est-ce que, je me tourne vers vous, Thomas Cantelou, vous restez avec nous, Stéphane, vous intervenez quand vous voulez, vous nous faites un petit signe. Thomas, est-ce que cette rupture de la tradition démocratique va laisser des traces durablement ? Est-ce qu'en effet, il y a de la fraude aux États-Unis, comme le dit Donald Trump dans les élections ? Oui, il y a de la fraude, mais comme partout ailleurs, elle est minime. Il faut savoir que cette fraude, c'est un argument qui est employé par une partie des républicains depuis plusieurs décennies pour en fait contester les conditions du vote et désavantager les démocrates en demandant des papiers d'identité, en demandant des enregistrements électoraux qui, on le sait, défavorisent globalement les gens pauvres et les minorités, qui sont les électeurs traditionnels du Parti démocrate. Donc c'est une campagne, ça a été admis d'ailleurs l'an dernier, il y a je ne sais plus si c'est un mail ou une conversation qui a fuité d'un haut responsable républicain qui a dit non, il n'y a pas de fraude, mais c'est un bon argument pour gagner des élections, donc on l'utilise. C'est un crime de lèse-constitution, ce qui est en train de se passer exactement. En ce moment. Mais je pense qu'après, sur les déclarations de Trump, il y a deux éléments. Il y a un élément, je pense, il ne faut jamais oublier que Trump est avant tout un showman. C'est-à-dire qu'il a fait fortune dans l'immobilier, mais son dernier métier depuis 10-15 ans, c'était animateur de télé-réalité. Et donc, je pense qu'il faut interpréter la manière de dire je ne suis pas sûr de concéder l'élection comme rendez-vous au prochain épisode. Et il a bâti sa carrière là-dessus. Donc, en fait, il donne rendez-vous, finalement, pour son discours de concession, en quelque sorte, pour avoir de l'audience. C'est un premier élément. Le deuxième élément, et là, est beaucoup plus sérieux,
c'est que finalement, c'est l'aboutissement d'un processus d'une partie, je ne dirais pas du camp républicain, parce que la plupart des républicains respectent les procédures démocratiques, mais une partie du camp conservateur, ultra-conservateur américain, qui cherche à tout prix à délégitimer les démocrates, les présidents démocrates. On l'a vu sous Bill Clinton avec l'impeachment, qui était finalement de prendre quelque chose de complètement détourné des mensonges de Bill Clinton sur une relation extra-conjugale pour essayer de virer le président des États-Unis. C'était quand même démesuré. Et on l'a vu avec l'élection d'Obama, toute la campagne qui s'est appelée la campagne des birthers, des gens qui expliquaient qu'Obama, en fait, n'était pas né aux États-Unis, il n'était pas né à Hawaï, mais il était né au Kenya, et donc il n'avait aucun droit de se présenter à l'élection présidentielle. C'est quelque chose qui était très loin, dont Trump lui-même a été porteur, et c'est une guérilla permanente pour délégitimer l'élection de candidats démocrates. Et ça vient d'une frange très minime du camp conservateur, mais c'est la frange qui et depuis le mois d'août, qui organise la campagne de Donald Trump. Mais est-ce que finalement, au fur et à mesure, ces soupçons de fraude, est-ce qu'à force de les distiller, ça finit par germer dans l'esprit des Américains? Tout à fait. Et puis en plus, on joue, si vous me permettez, un peu sur justement ces cordes sensibles d'un électorat qui suit toutes ces téléréalités. M. Trump en est un exemple, mais il y en a une pléthore de téléréalités comme ça, où la réalité se réduit à très, très peu de choses. Et donc, on simplifie le message à l'excès. Et M. Trump est vraiment un expert là-dedans. Ça, c'est une tendance même un peu générale, non? Oui. De simplifier des messages politiques à l'extrême. J'ai un collègue de la CBC qui a travaillé longtemps au Congrès américain et qui me disait souvent, quand on arrive comme journaliste et qu'on interviewe dans les couloirs du Congrès américain un politicien américain, on est ravis parce qu'ils sont capables, pour les médias électroniques, de nous faire une phrase fantastique en 30 secondes, de nous résumer l'ensemble de la pensée et de le faire d'une manière très punchy. Donc, la clip ou le clip, ils sont toujours prêts à le faire. Après, on se rend compte, malheureusement, avec le temps, que beaucoup d'entre eux pensent aussi en clip. Comme si, par exemple, tous ceux qui font le Twitter actuellement et qui émettent des idées complexes en un certain nombre de caractères très limités, finissent par réduire un petit peu aussi l'ampleur de la réflexion. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que M. Trump agit très, très bien dans ce genre d'univers. Alors, on va regarder de une, parce que parfois, le manque de mots peut très bien résumer une situation aussi. Regardez, c'est de une du Time. La première sur votre gauche date d'août de cette année. Et elle nous montre un Donald Trump effondré. Donc, Time, c'est le magazine d'info hebdomadaire américain. Et puis, vous le voyez à droite, c'est la dernière une, l'effondrement total. Trump fait du Trump, il va de scandale en scandale. Il est accusé d'agression sexuelle, il dénonce un grand complot. Ces grands complots à tous les étages. Vous, Stéphane, vous avez mis un petit peu plus de mots que les punchlines dont on parlait à l'instant. Dans votre livre, vous avez cherché à analyser le phénomène Trump. Vous arrivez à quelle conclusion? Alors effectivement, avec Philippe Motin, dans notre livre, on a essayé d'expliquer ce phénomène du Trumpisme, bien sûr par des causes politiques, l'implosion du Parti républicain, le Parti démocrate qui a abandonné une partie de la classe moyenne et les classes laborieuses, les questions économiques où la reprise ne profite pas à tout le monde, et puis aussi des questions identitaires, démographiques, puisqu'on sait que les États-Unis changent énormément, les hispaniques vont devenir une force beaucoup plus forte, on dit 29% de la population d'ici à 2065, et les Blancs deviendront minoritaires. Et je dirais que Trump a réussi, disons, parce que c'est un homme d'affaires, donc il a utilisé quelque part les technologies, et Twitter en particulier, pour se créer un électorat. Comme on fait une étude de marché, il se crée un électorat. Et effectivement, il a réussi à puiser, disons, dans cette colère en marge de la société américaine au départ, et il a réussi à étendre tout ça grâce à la puissance des réseaux sociaux et à un coût zéro. Donc c'est vraiment, à cet égard-là, il a un certain sens de la politique, même que c'est un homme d'affaires. Et d'autre part, ce qu'il réussit à faire, c'est qu'il arrive à sentir, disons, vraiment ce que pense l'opinion publique. Et ça, on le constate lors des meetings électoraux et tout ça. On l'a constaté, c'est ce côté un peu chien truffier quand il était même en Écosse le jour même du Brexit. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, aux États-Unis, même si maintenant les sondages lui semblent très, très défavorables, on se garde quand même d'avoir un verdict définitif.
va-t-il réussir à rassembler tous ces électeurs très fâchés contre le système, contre les partis politiques et contre l'establishment. Et vous le disiez, les sondages ils sont maintenant plutôt défavorables. On ne voit plus très bien, on va en parler maintenant, mais on ne voit plus très bien ce qui pourrait se mettre sur la route d'Hillary Clinton et de la Maison-Blanche. D'ailleurs, même les récentes révélations de Wikileaks ne lui portent finalement pas tellement préjudice. Dans une campagne normale, ça aurait été le cas. Oui, je pense qu'effectivement, les révélations de Wikileaks, elles seraient survenues durant la campagne des primaires. Ça aura probablement été extravatoire et Bernie Sanders l'aurait peut-être emporté. Bon, on ne va pas faire de la politique fiction, mais là, effectivement, ça arrive à un moment où, finalement, Donald Trump, ça devrait le servir, ces révélations, sauf que il en fait plus. Il suscite ses propres polémiques et du coup, c'est lui-même qui enterre les révélations de Wikileaks, qui, en même temps, il faut le dire, ne font que confirmer ce qu'on soupçonnait, ce qu'on savait déjà d'Hillary Clinton. Donc, enfin, qui aurait pu la disqualifier dans une campagne normale. Je pense que effectivement, ça aurait été beaucoup plus difficile si Trump ne s'était pas enterré lui-même. Colette ? Je trouve que ce qui est remarquable aussi, c'est le sursaut des femmes, l'irruption des femmes dans la campagne électorale, y compris des femmes, des républicaines, comme Condoleezza Rice, qui jugent inacceptables les propos de Donald Trump. Et là, c'est tout de même, c'est une masse de population. Si les femmes décident de voter contre Trump, bon. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des relents de sexisme aussi, puisque c'est quand même la candidate qui arrive la mieux préparée. On n'a jamais vu ça, une candidate aussi bien préparée arriver pour le poste de présidente. Et pourtant, elle n'accroche pas. Alors certes, il y a les affaires, certes, il y a une histoire de personnalité, mais est-ce qu'il n'y a pas un relent de sexisme quand même dans cette campagne ? J'oserais pas me prononcer sur le degré de sexisme, mais par ailleurs, c'est vrai que Mme Clinton a entretenu un sentiment anti-Clinton pendant de nombreuses années. Ça, elle y a bien contribué elle-même. C'est-à-dire, elle a sa personnalité comme telle aussi qui peut déplaire une bonne partie de l'électorat. Beaucoup trop d'assurance, un ton un peu cassant, tout ça, pas de charisme, au contraire donc de son mari. Donc ça, elle a contribué à ça. Moi, je vais souvent aux États-Unis, je suis toujours impressionné de voir à quel point les gens peuvent aimer la détester. C'est invraisemblable. Donc ça, c'est sûr qu'avec le temps, elle a cultivé un peu cette image malgré elle. Et elle ne peut s'en prendre qu'à elle. Par ailleurs, c'est vrai que c'est la personne qui a la plus vaste expérience pour arriver comme candidate à la présidence. Et je dirais que aussi, toute cette histoire de courriels qui ont été mis au jour, il n'y a rien de vraiment incriminant non plus qui soit révélé, rien de très, très fort, je dirais. En tout cas, j'oserais dire ça. Tout ça pour dire que Mme Clinton a un résultat qui pourrait être plus élevé, mais qui est quand même le résultat de sa relation avec les Américains depuis longtemps. Ce qui est sûr, après cette campagne, c'est que la politique américaine ne sort pas grandie. Est-ce que le système politique américain est durablement bouleversé après cette campagne présidentielle, Francis ? Le système, peut-être pas, mais le pays est bouleversé, oui. C'est sûr qu'il y a une fracture qui est de plus en plus évidente au sein de la société américaine, mais qui est peut-être une fracture ancienne. Et peut-être que M. Trump n'a été, je dirais, que l'incarnation, le vecteur, en quelque sorte, le canalisateur de cette fracture. Mais juste un mot quand même sur Mme Clinton. Je pense qu'en fait, la passion que suscite Mme Clinton, que ce soit pour ou contre, est liée aussi à un phénomène, je dirais, un peu subliminal. C'est que Mme Clinton est perçue comme quelqu'un qui a déjà gouverné. C'est ça, ce n'est pas un candidat. Voilà, M. Trump, n'a jamais. Voilà, c'est un candidat finalement neuf. Mais Mme Clinton porte non seulement. C'est ce qu'on lui reproche, ça pourrait en théorie être le bilan de son mari, mais elle a été secrétaire d'État également. C'est qu'elle a 8 ans de son mari, 6 ans de sénatrice, 4 ans de secrétaire d'État. Exactement, voilà. Donc on a l'impression effectivement qu'on a fait quelqu'un qui a déjà gouverné. Mais je vais juste rendre un petit hommage à votre émission. C'est bien. Voilà, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, à un moment où peu de gens misaient sur Donald Trump. Vous nous avez posé la question autour de cette table. Et il fallait qu'on fasse une devinette en quelque sorte. Vous nous avez soumis à une devinette. Oui. À savoir si je vous ai demandé de voir dans votre boule de cristal la primaire. Oui. Et je pense qu'on avait tous évidemment indiqué que oui, qu'il allait gagner cette primaire. On avait parié là-dessus. À l'époque, oui, mais pas forcément sur la présidentielle. En ajoutant quand même que cela provoquerait une crise au sein du Parti républicain. Alors je pense que la crise au sein du Parti républicain est une chose acquise. Mais il y a aujourd'hui une crise au sein
de la société américaine. Il faudra apprendre à parler à ces 30% d'Américains, inventer une parole nouvelle pour les entendre. Et voilà. Colette, et puis on donnera le mot de la fin à Stéphane qui continue de nous écouter de Washington. Oui, il me semble que Mme Clinton incarne aussi ces élites mondialisées qu'une partie de la population rejette. Elle ne se reconnaît pas dans cette personnalité brillantissime, à l'aise dans le monde, qui a une carrière. Et c'est 30% d'Américains, mais on les retrouve dans le Brexit aussi, dans le vote des Britanniques, dans ces réactions où ça bloque. Ça bloque parce qu'il y a une paupérisation, il y a un recul de la classe moyenne, une fragilité et un rejet de ces élites qui ne parlent plus le même langage. On l'a trouvé en Grande-Bretagne, on l'a trouvé en Grèce, on l'a trouvé en Espagne, effectivement. C'est une tendance mondiale. Oui. On va laisser le mot de la fin à Stéphane, qui est toujours avec nous. Stéphane, est-ce que après cette campagne présidentielle, à 2 semaines de la présidentielle, mais surtout après, est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont obligés de redéfinir un petit peu leur avenir, leur vie politique? Est-ce qu'il y a un bouleversement? Je dirais que c'est vrai que la question qu'on doit se poser, c'est après, admettons, une défaite de Donald Trump, que va-t-il se passer? L'électorat de Donald Trump ne va pas disparaître. Et c'est vrai que c'est pour ça que les propos sont d'autant plus inquiétants de Donald Trump, c'est que il y a des craintes un peu d'insurrection carrément aux États-Unis. Et bon, cela dit, je pense que les institutions actuellement sont suffisamment fortes pour résister à ce genre de coup de boutoir. Par contre, ce que je dirais, c'est que le Trumpisme devrait nous interroger, je dirais, sur l'impact des technologies et des réseaux sociaux sur la politique et sur le fonctionnement de la démocratie représentative. Parce qu'on voit que les réseaux sociaux, la technologie va très très vite. La démocratie, c'est un processus beaucoup plus lent et les institutions réagissent de manière beaucoup plus lente. Et par ailleurs, ce que je dirais, c'est que ça m'a échappé là. C'est pas grave, je pense que l'espace délibératif, voilà ce que je voulais dire, l'espace délibératif dans la démocratie est en train de se restreindre. Et je pense que là, on devrait avoir un vrai débat sur les technologies et la démocratie représentative aux États-Unis, mais en Europe, puisque le phénomène peut toucher l'Europe de la même manière. Et l'élection, merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Vous continuez à suivre la présidentielle jusqu'au dernier moment. L'élection a lieu dans un tout petit peu plus de 2 semaines. Merci beaucoup, merci à vous 4. Je vous propose qu'on avance. Et puis ce que disait à l'instant Stéphane nous amène à notre prochain thème. Je pense qu'on va pouvoir faire des liens peut-être. On reste en Amérique du Nord pour aller chez le petit voisin où le Premier ministre a soufflé sa première bougie exécutive. Cela a fait un an mercredi que Justin Trudeau était élu à la tête du gouvernement canadien. En roi de la com, regardez ce qu'il a posté sur sa page Facebook ce 19 octobre. C'était accompagné de ce message: mes amis, gardons espoir et continuons le travail acharné. Francis, c'est un soap opéra. On va en parler justement. Le Canada, toujours en Trudeau-mania. La cote de popularité de Justin Trudeau ne cesse de grimper. Le taux de satisfaction vis-à-vis du gouvernement fédéral est passé de 50% en février à 65% maintenant. Et même au Québec, toujours moins enclin à aimer un Premier ministre fédéral, il compte 68% de satisfaits. À quoi tient sa popularité? Comment vous l'expliquez, Sylvain? Si on faisait le lien, moi je dirais que si on parle du vote des femmes, probablement que chaque personne qui a plus de 40 ans souhaiterait l'avoir, soit comme conjoint ou comme beau-fils. Et donc, il y a un côté là, très attirant, sexapile, tout ça. Et on sait que ça a joué énormément. Plus le fait qu'on aime bien, comme aux États-Unis, avoir l'idée un peu d'une dynastie, puisqu'il est le fils de l'autre, du père, donc Pierre Elliott, qui a été aussi quand même un personnage très important. Qui a été Premier ministre du Canada pendant de nombreuses années et qui a réformé aussi la société canadienne. C'est ça. Donc, c'est un personnage aussi qui s'est illustré sur la scène internationale, qui a rétabli des relations avec la Chine communiste, avec Cuba en particulier. Donc, un personnage donc, historique, flamboyant. Donc, le fils dans ses traces. Donc, il y avait tout ça qui avait un énorme potentiel d'adhésion dans l'électorat canadien. Maintenant, 1 an plus tard, ça reste
un gouvernement qui est encore, je dirais, encore en campagne électorale, quoi. Il y a énormément de promesses qui ont été lancées et la majorité n'ont pas été réalisées, mais comme c'est la première année sur 4, il a beau jeu de dire que tout ça reste à faire. Donc, je sais de mes collègues qui travaillent au Parlement là-bas que les équipes donc, qui travaillent dans chacun des ministères autour de la plupart des ministres qui sont en poste actuellement sont des équipes qui étaient en place pendant la campagne électorale, comme si on était encore en mode de promotion plutôt qu'en mode de réalisation. Alors, le bilan, on va en parler dans un instant. Oui. Peut-être juste une question, parce que comment vous expliquez, alors il y a le succès, la popularité au Canada, mais au Québec, encore plus qu'au Canada, alors que, comme je le disais, en général, les Québécois ont plutôt une défiance, peut-être, si on peut dire ça comme ça, vis-à-vis du Premier ministre fédéral. Je ne saurais pas l'expliquer. Je vous avoue candidement que j'habite ici, donc en France, depuis 2 ans et demi, là, mais c'est vrai que le père Trudeau, s'il était adoré et adulé dans l'ensemble du pays, était détesté par, en particulier, presque 50% à une certaine époque de l'électorat québécois qui était plutôt d'adhésion, de l'allégeance souverainiste, indépendantiste, avec l'élection du Parti québécois dans les années 70, en même temps que Trudeau le père était là. C'est vrai qu'il y a eu toujours cette espèce de dichotomie et puis d'antagonisme qui a augmenté. Le fils a réveillé un peu ça chez les peut-être 30% aujourd'hui de gens qui sont encore souverainistes au Québec. Mais c'est vrai que c'est maintenant, c'est une proportion de la population qui diminue, cette proportion qui est favorable à l'indépendance du Québec, avec justement aussi l'évolution de l'immigration, etc. Le paysage a changé au Québec autant que dans le reste du Canada, ce qui fait en effet qu'il peut y avoir un appui qui reste important pour lui. On va s'intéresser au bilan de Justin Trudeau. Je vous propose de regarder la une de l'hebdomadaire anglophone canadien Maclean's. L'hebdomadaire s'est penché sur le bilan de Justin Trudeau et on peut y lire, après un an, son gouvernement n'a presque pas fait de progrès sur la plupart de ses grands engagements. Est-ce que vous partagez les uns et les autres cette analyse ? Moi, c'est ce qui me semble, effectivement, d'après ce que j'ai pu lire, y compris, j'ai commandé un papier à un de nos correspondants là-bas qui a fait un long bilan d'étapes de Justin Trudeau, effectivement, et le titre de l'article qu'on a choisi de publier, c'est « Le gouvernement en mode selfie ». Et effectivement, Justin Trudeau maîtrise à merveille les techniques de la communication, à tel point qu'il donne l'impression de ne pas faire de la communication, d'être spontané. Donc ça, c'est très bien. Et après, il ne faut pas non plus se cacher que, y compris dans la symbolique, c'est assez fort. Le fait, quand il a été accueilli des réfugiés syriens, quand il va à la Gay Pride, c'est du symbolique, c'est de la communication, mais c'est quand même marquant. Et la politique n'est pas que des faits, c'est aussi du symbolique. Et là-dessus, il est très bon. Après, sur la question du bilan, effectivement, il y a un Trudeaudomètre qui a été mis en ligne récemment pour mesurer, Internet où on peut mesurer le progrès domaine par domaine, les mesures par mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Premier ministre qui, durant sa campagne, a beaucoup promis. Donc forcément, quand on promet beaucoup, on ne peut pas nécessairement tout faire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième facteur aussi, je pense qu'effectivement, il a écarté, donc il y avait 8 ans de Stephen Harper de Parti conservateur, qui a laissé quand même un arrière-goût assez pas très bon. 10 ans. 10 ans, ouais. Plus, 10 ans. Donc il arrive après ça. Donc c'est un ouf de soulagement. Et les sociaux-démocrates ont été balayés aussi. Exact. Donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Voilà, enfin, les grands partis sont en train de se réorganiser. Il n'y a pas d'opposition. Et il arrive après Stephen Harper. Et beaucoup de gens, je pense, ont cru qu'il était en gros dans le camp progressiste, dans le camp social-démocrate. Or, c'est un libéral. Et on est en train de le voir sur un certain nombre de politiques, que ce soit les accords de libre-échange, la politique énergétique, environnementale, il n'est pas aussi progressiste qu'on le croyait. Et ça commence à décevoir. Colette, puisque le CETA, dont on parlait ici la semaine dernière, qui est cet accord de libre-échange qui a été longuement négocié entre l'Union européenne et le Canada, eh bien cet accord, le CETA, achoppe en Belgique. Et il a bloqué justement sur le vote parfaitement démocratique du Parlement wallon qui a récusé ces accords, qui refuse de les signer. Et là, il y a une défiance, une double défiance. D'abord à l'égard du Canada, pourtant avec Trudeau qui apparaît comme un libéral, mais tout de même derrière lui, on voit se profiler les multinationales américaines, la toute-puissance de l'Amérique du Nord. Donc il y a une défiance, et une défiance aussi à l'égard de la Commission européenne qui a négocié seule, qui n'a pas informé à temps les
parlements nationaux. Et donc là, il y a une crainte qui est aussi cette crainte dont on parlait précédemment, d'être dépassé par la mondialisation et tout, mais aussi une volonté d'affirmer les droits démocratiques d'un parlement élu à décider de son sort. Et donc Justin Trudeau qui représente pour le coup une frange pas si progressiste en fait. Voilà, pas si progressiste, donc la confiance n'y est pas. La ministre canadienne est venue à Bruxelles, c'est tout à fait inhabituel. Elle a rencontré les élus, le ministre-président wallon, elle est ressortie bouleversée, sans avoir obtenu cet accord. Peut-être qu'il va être signé, qu'un jour on trouvera un terrain d'entente, mais dans l'état des choses maintenant, c'est un gros échec et une rebuffade aussi pour le Canada de Justin Trudeau. Alors Justin Trudeau, plus de 3 millions de fans sur sa page Facebook, 2 millions d'abonnés sur Twitter, c'est pas rien quand même. Donc depuis un an, et puis vous le soulignez, on le voit faire des selfies, accueillir des Syriens, faire des selfies, rompre le jeûne avec des musulmans, faire des selfies, participer au défilé de la fierté gay où il fait des selfies. C'est une storytelling qui est maîtrisée. Est-ce que, donc ce que vous nous disiez, c'est qu'il y a quand même peut-être un petit peu trop de communication au détriment du fond. Vous êtes d'accord avec ça, Francis ? Oui, en fait, on a affaire à un Premier ministre 2.0, c'est ça, hein, avec ce succès phénoménal sur le web. Mais c'est un phénomène qui est nouveau. Alors, est-ce qu'on peut juger d'une politique, ou alors est-ce qu'on peut gouverner uniquement par cet outil qu'est le web, quoi ? Parce qu'en fait, cette popularité extraordinaire, cette cote de popularité se mesure davantage, je dirais, par l'interventionnisme, l'activisme du Premier ministre sur le web, davantage, je dirais, que par la société québécoise. C'est vrai que la lune de miel qui a commencé il y a un an, il y a de plus en plus de réserves au sein de la société québécoise. Normalement, la lune de miel dure 6 mois. Là, pour le coup, elle dure encore. Il faut le souligner aussi. Oui, pour l'instant, ce n'est pas encore la lune de fiel, mais enfin, bon, il faut pas le lui souhaiter. Mais c'est vrai que c'est un Premier ministre de son époque. Il s'inscrivait effectivement dans la ligne progressiste de son père, qui avait quand même aboli la peine de mort, hein, quand même, je veux dire, mesure symbolique, qui avait aboli, décriminalisé l'homosexualité notamment. Et il s'inscrit dans cette ligne. Mais c'est un peu, je dirais, il y a beaucoup trop de choses dans ce panier de promesses. Alors, certains instituts de sondage québécois considèrent que 53% des promesses ont été tenues en un an. On ne sait pas quel est l'instrument de mesure. Je sais qu'on a mis en place le trudomètre que vous avez. Évidemment. Le trudomètre, lui, donne plutôt 50% de promesses tenues. Donc, après un an, c'est plutôt pas mal. Oui. Alors, c'est difficile à calculer, c'est ça que vous dites. Est-ce que Trudeau a fait des promesses de gauche? Sylvain, vous n'êtes pas d'accord. Quand vous dites c'est difficile à calculer, Sylvain, je vous vois réagir. J'émets des réserves également. J'émets tout à fait des réserves. Mais je voulais juste dire en fait que en ce qui concerne les promesses, disons, progressistes, je crois qu'il va y avoir pendant les 4 ans des promesses tenues sur le plan sociétal. En matière d'économie, il y a quand même une grande contradiction, effectivement, entre le chantre de la préservation du climat, de la nature, et la promotion du pétrole, du gaz de schiste, etc. C'est quand même une très grande... alors, il y a également cet accord, évidemment, pour moi, c'est l'échec emblématique de l'année, hein, pour Trudeau. C'est l'accord CETA avec l'Union européenne, donc, qui ne fonctionne pas. Il y a cet accord aussi qui est en cours avec la Chine, qui est quand même très contesté par les Québécois, me semble-t-il. Et il y a un accord intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Trudeau est en discussion avec les Chinois qui demandent en fait à ce qu'on mette en place un accord permettant l'extradition des Chinois vivant au Canada à la demande de la Chine, ce qui évidemment fait hurler les organisations, les ONG de défense des droits humains. Alors progressiste certainement, mais quand même fortement inscrit sur ce tableau de la compétition internationale et de l'obsession de la croissance. Et donc Sylvain, finalement, il y a des dossiers sur lesquels il va être attendu, il va être plus jugé sur l'année qui arrive que sur celle qui vient de s'écouler. Et c'est ceux qui sont les plus difficiles, évidemment. Donc, si on dit qu'il a réalisé un certain nombre de ses promesses jusqu'à maintenant, moi, je tiens à préciser que ce sont les plus faciles, quoi. Je veux dire, c'était facile de dire qu'on allait faire la parité. Enfin, c'est peut-être pas toujours facile à réaliser, mais il l'a fait. Il l'a fait. Bon, je dois dire aussi, petite parenthèse, parce qu'il faut que je sois complètement transparent là-dessus. Radio-Canada, la société publique pour laquelle je travaille, maintenant a une augmentation de financement du public, parce qu'il n'y a pas de redevance comme telle au Canada. C'est un peu laissé aux soins de chacun des gouvernements de décider s'ils coupent ou s'ils augmentent les financements. Et dans le cas du gouvernement Harper précédent, il y avait eu une diminution très accrue, très aiguë, je dirais. Donc là, on recommence à respirer. Fin de la parenthèse. Il y a des choses comme, par exemple, la mise en place d'une commission d'enquête sur les femmes autochtones assassinées ou disparues.
Ça coûte pas très cher, ça, mais ça rapporte gros sur le plan de la promotion et puis de la visibilité et des idées. Donc, il y a une sorte de progressisme, malgré tout, sur les idées sociales et il est moins pour les questions économiques. Pour conclure, les dossiers sensibles à venir, alors, si on c'est ça, c'est la question, finalement, du fameux oléoduc, donc qui va être, en fait, je dirais, l'aboutissement de sa pensée, qu'on finira peut-être par savoir un jour, sur le réchauffement climatique, parce que, d'une part, ici, à la COP 21, l'année dernière à Paris, il y a eu énormément de promesses qui ont été faites par sa ministre McKenna et lui-même, mais qui engageaient à peu près à rien. Dans les faits, les engagements que le Canada a pris sur le plan international sont moindres, sont timides par rapport à ceux des Américains ou de l'Europe, et il ne les a pas changés jusqu'à maintenant. Donc, ce qui va être déterminant, ce qui va vraiment donner le ton de ce gouvernement, c'est de savoir s'ils vont compléter, en dépit des oppositions, ce fameux oléoduc vers l'Est pour justement acheminer. Donc, ça voudrait dire une confirmation du fait qu'on maintient la production du pétrole des sables bitumineux. C'est une politique libérale, quand même. Et une politique libérale. Donc, pour l'instant, qui est le nerf de la guerre sur le plan économique. Justin Trudeau, dont on ne sait pas très bien s'il est complètement progressiste, complètement libéral, on ne sait pas très bien encore où le situer. On parlait de la montée du populisme un peu partout dans le monde. C'est quand même un discours. Son discours à lui est aux antipodes de ce qu'on entend généralement de plus en plus, notamment en Europe. C'est quand même celui qui rappelle aujourd'hui aux Québécois que le multilatéralisme est la force de ce pays-là. Et le multiculturalisme, pardon, est la force du Québec. On aimerait entendre ça de plus en plus ici, d'ailleurs. Eh bien, on va continuer à l'entendre à Cust. Croyez-moi, on va continuer à en parler de Justin Trudeau, puis on va voir effectivement réellement de quel bois il se chauffe pendant cette deuxième année. Je vous propose qu'on conclue l'émission comme toujours avec notre ami Dilem qui croque l'actualité de la semaine d'un coup de crayon. Il retient cette information concernant le Canada que vous évoquiez, Colette, le blocage en Europe et plus précisément en Wallonie, en Belgique, du traité de libre-échange avec l'Union européenne. On en parlait tout à l'heure et puis la semaine dernière. On regarde le prochain dessin. Tu me préviens dès que tu vois quelque chose, demande ce djihadiste courageusement caché derrière une femme qui, pour le coup, ne doit pas y voir grand-chose dans son niqab. On est en Irak où les combattants du groupe État islamique utiliseraient des civils comme boucliers humains face à l'opération de reconquête de Mossoul. Sylvain, c'est une bataille qui va durer longtemps, on a l'impression. Je ne vois pas comment ça peut se régler rapidement. Et c'est quand même ahurissant de constater que les grandes armées sont derrière cette opération. Les grandes armées du monde sont derrière. Bon, ils sont timides, mais ils sont là. Et puis, non, ça ne peut qu'avancer que lentement, forcément, parce qu'il y a une autre approche qui est celle aussi de tenter de protéger la population autant que faire se peut. En tout cas, c'est le discours. Donc, forcément, s'il y a ce jeu de bouclier humain qui est utilisé de manière très, très cynique, il va falloir procéder lentement. Le fait de passer à l'attaque, quand même, contre le groupe État islamique en Irak, c'est une bonne chose? Je crois qu'il fallait s'y résoudre. Je pense que c'était inévitable. Thomas, un commentaire sur ce dessin? Oui, non, mais voilà. Pour l'Irak, effectivement, il fallait probablement intervenir. Mossoul est la deuxième ville d'Irak, quand même. On imagine qu'un pays qui ne contrôle pas sa deuxième ville la plus importante, ça pose un problème. Ça fait quelques années, quand même, on parle plus, Francis, de la Syrie que de l'Irak. Donc là, de reparler de l'Irak, c'est une bonne chose, quand même? Une bonne chose, d'autant que Mossoul, c'est un symbole. Donc la victoire contre les djihadistes à Mossoul serait à la fois symbolique, mais en même temps déterminante, je dirais, dans ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme international. Donc je pense qu'effectivement, comme dirait quelqu'un que je n'aimerais pas, c'est quand même la mère de toutes les batailles aujourd'hui contre l'État islamique. Mais la question, c'est de savoir que va-t-il se passer après. C'est l'après qui pose question. Il ne faut pas oublier que le service après-vente devrait être nécessaire après l'offensive. Et l'après sera important en Syrie aussi, mais on en est loin. Regardez ce dessin de dilemme avec ce Syrien victime d'un modèle de téléphone coréen qui a pris feu. C'est ainsi que le président contesté Bachar al-Assad, pistolet fumant à la main, explique cette mort. Le massacre de civils continue. À Alep, les combats ont repris après une trêve qui n'a pas permis à l'ONU d'évacuer des civils, conditions de sécurité insuffisantes. Et puis pour terminer, l'Arabie Saoudite emprunte pour la première fois sur les marchés financiers internationaux pour compenser la baisse des cours du pétrole. Les Saoudiens obligés de se serrer la ceinture, mais enfin des ceintures de grands couturiers, encore des couturiers français. Bon, ça se signale aussi. Merci à vous quatre d'être venus en plateau pour commenter l'actualité. À très bientôt. Merci à vous qui nous suivez aux quatre coins de la planète. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, comme Justin Trudeau. On sera là, on vous répondra, on attend vos commentaires avec plaisir. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à dimanche prochain.